Je sais pas si tu t'es déjà demandé quelle était la différence entre un business qui fait 1 million ou un business qui se lance et un business qui fait 100 millions chez les entrepreneurs qui lancent des business. Je les vois souvent faire des erreurs qui sont assez récurrentes. Et donc, dans cette vidéo, j'ai envie de parler des 4 stades de business en fonction de ton chiffre d'affaires et surtout ce qu'il faut faire à chaque étape. Parce que le gros risque, en fait, quand tu fais grossir ton business, c'est de penser que un business qui fait moins d'1 million doit fonctionner comme un business qui en fait 100. Ce problème, il est assez courant aussi dans la vie de tous les jours, c'est les gens qui confondent corrélation et causalité. Un bon exemple pour comprendre pourquoi corrélation et causalité, c'est pas la même chose, ça serait de te dire que lorsqu'il pleut, on voit que il y a énormément de gens qui utilisent des parapluies. Les personnes qui pensent que corrélation et causalité sont la même chose, ils te diraient que du coup, quand il y a beaucoup de gens qui utilisent des parapluies, dans ce cas-là, il va y avoir de la pluie. Alors que c'est totalement illogique. Pour transposer du coup ce concept sur des business, c'est la même chose qu'en fait quand tu as des gens qui regardent les livres business ou qui regardent des interviews de personnes qui ont fondé des boîtes à plus d'1 milliard et ils essayent de reproduire exactement ce que ces gens font actuellement alors qu'ils sont à un stade totalement différent et donc forcément ça fonctionne pas. Du coup de 0 à 1 million, pour moi tu n'as qu'un seul objectif, c'est d'avoir un produit et de vendre avec un seul canal d'acquisition. Quand tu prends Lemlist, tu regardes en fait quand on est passé de 0 à 1 million, on n'avait que Lemlist comme produit au départ. Et le seul truc que je faisais, c'était du cold email. Je faisais uniquement de la prospection par mail, ce qui me permettait d'avoir des rendez-vous et de closer. Et petit à petit, par la suite, c'est là où j'ai pu commencer à rajouter des canaux. Mais la plupart des business s'y restent bloqués à cette étape de 100 à 300K, je dirais, parce qu'en fait, ils ont fait quelque chose qui fonctionne. Donc, ça peut être de la prospection par mail, prospection LinkedIn, prospection téléphonique, peu importe. Comme la plupart des fondateurs de boîtes, je pense qu'on a tous tendance à avoir un côté un peu généraliste. Le côté généraliste, ça veut dire qu'on aime bien découvrir des nouvelles choses. Et donc, quand tu as fait quelque chose qui marche, plutôt que d'être discipliné et de te dire qu'il faut que tu continues, tu vas avoir tendance assez naturellement à vouloir aller faire d'autres choses qui potentiellement t'intéresse un peu plus. J'en ai parlé dans une autre vidéo, j'appelle ça le shiny object, qui est vouloir faire quelque chose qui a l'air plus cool. C'est un peu le concept de l'herbe du voisin est toujours plus verte. Donc vraiment, cette étape pour passer de 0 à 1 million, quand tu as trouvé un canal d'acquisition qui fonctionne, le but, c'est vraiment d'être focalisé là-dessus et d'avoir la rigueur et la discipline de continuer à exécuter sur ce canal et à t'améliorer afin d'atteindre le premier million. En gros, c'est un moment où tu dois devenir limite un peu une machine. Moi, je savais en fait tous les jours que je contactais entre 25 à 50 personnes, que le matin, ça me servait à faire ma prospection et que l'après-midi, en fait, j'avais mes meetings et que je voulais closer. Et c'était aussi simple que ça. C'était vraiment du travail de sales. Mais au début, c'est ce dont tu as besoin pour atteindre ce premier million. Ensuite, la phase 2, c'est comment tu passes de 1 à 10 millions. C'est potentiellement là où tu peux rajouter d'autres canaux d'acquisition ou en tout cas faire des upsells. Upsell, cross-sell. Dans notre cas, avec Lemlist, en fait, on vend un produit qui s'adresse aux commerciaux. Donc, le fait d'avoir un produit qui s'était développé pendant le passage de 0 à 1 million, ça m'a permis d'aller taper des équipes sales un peu plus grosses. Donc, notre focus, nous, c'est les équipes sales entre 4 à 100 personnes. Quand tu fais ça, forcément, tu as des paniers moyens qui sont plus élevés. Donc, une lifetime value, en fait, qui est beaucoup plus élevée. Et donc, forcément, tu scales beaucoup plus vite. Ce qui est super important dans cette phase, en fait, c'est de faire en sorte que les clients que tu sers, tu les serves extrêmement bien. Tu sais que tu as une machine qui te permet d'acquérir des clients. Donc, en l'occurrence, nous, c'était le cold email. Ensuite, en parallèle à ça, du coup, j'avais commencé à avoir une communauté sur Facebook qui marchait bien, plus le content. Il y avait un petit peu ce qu'on va appeler une growth loop, un cercle vertueux qui te permet de toujours acquérir de plus en plus de clients. En fait, on avait de plus en plus de bouche à oreille, donc le produit répondait à un vrai besoin. Et donc, le fait d'être très focus, toi, surtout en tant que founder, sur la typologie de clients que tu veux adresser et comment faire pour que ces clients aient le maximum de valeur en achetant ton produit et ton service, c'est là où ton scale il va se faire de façon naturelle puisque en fait, tu as déjà fait entre guillemets le plus dur qui est de passer de 0 à 1. Ce passage de 0 à 1, je l'imagine vachement comme le fait de devoir monter un énorme rocher en haut d'une montagne de 1 à 10 en théorie. Je vais pas dire que c'est aussi facile que juste de pousser le rocher et de le laisser descendre le long de la montagne, mais quasiment en fait. L'effort, il est beaucoup moins intense que lorsque tu es passé de 0 à 1. Si tu as suivi, évidemment, ce process assez carré qui est de dire un produit, un canal d'acquisition et qu'ensuite de 1 à 10, tu as commencé à rajouter un petit peu plus de choses à côté. Après, quand tu as dépassé les 10 millions, tu deviens une boîte qui est vraiment sérieuse. Il y a très peu de boîtes, je dirais, qui arrivent à dépasser les 10 millions. C'est un peu une anomalie statistique quand tu regardes le nombre de boîtes qui se lancent, le nombre qui arriveront
à plus de 10 millions de chiffre d'affaires récurrent annuel, c'est un nombre minime, infime. Par conséquent, il faut à ce moment-là que tu te structures comme une boîte qui est prête pour scaler si tu veux passer de 10 à 20. Donc là, ce qui est vachement important, c'est toute l'infrastructure. J'en ai parlé dans une vidéo précédente où j'expliquais toutes les fois où je m'étais fait niquer en business et toutes les fois où j'ai pu me faire niquer pareil par des employés, machin et tout. Bah, ça, en fait, ça venait d'un process RH qui était pas du tout carré. Pareil sur la partie juridique. Donc en fait, il faut te faire vraiment bien accompagner pour être sûr, tu vois, que ta boîte, elle ait les reins assez solides sur tout l'aspect juridique et process pour justement pouvoir scale. De 1 à 10 millions, il y a encore beaucoup de choses que tu peux faire plus ou moins sur des spreadsheets. Nous, on était un peu mieux organisés, on avait quand même un CRM, mais à partir de 10 millions, c'est obligatoire d'avoir une vraie structure, que ce soit sur ta partie client ou que ce soit sur la partie process, afin justement que lorsque tu vas onboarder des nouveaux employés, ils puissent savoir exactement quel process suivre pour continuer la croissance. À ce moment-là, c'est assez compliqué aussi. En gros, si tu veux, dans une histoire de startup, tu as quand même des vagues qui sont assez fréquentes. Nous, tu vois, à 10 millions, je pense qu'on était une trentaine de personnes. Et à ce moment-là, j'avais réalisé que les gens qui étaient là n'étaient pas forcément les bonnes personnes pour passer jusqu'à le palier d'après, donc des 20 millions. Tu te rends compte dans cette période-là que c'est compliqué, que tu n'as pas forcément fait les bons recrutements, que les personnes, tu vois, qui sont là dans un mode très early ne vont pas bien fonctionner dans un mode un peu plus organisé. Il y a des gens, tu vois, qui vont te dire qu'à partir de 10 millions, tu n'as plus la culture startup, donc en fait, ils vont pas vouloir mettre en place des process. Il peut y avoir pas mal de friction. Je sais que nous, ça avait été pas évident parce que tu commences une boîte, quand tu es une toute petite équipe, il y a une ambiance qui est vraiment géniale. L'énergie, tu vois, dans l'air, elle est folle. Tout se passe très, très vite. Il n'y a aucune chaîne de décision. Ça, c'est un truc qu'on garde encore aujourd'hui, tu vois, alors qu'on a dépassé les 30. Mais en fait, c'est quand même un passage où il faut un minimum d'ownership et de structure. Et ça, forcément, ça va pas fitter avec certaines personnalités. Une erreur que je vois souvent, en fait, chez les fondateurs ou fondatrices de startups, c'est le manque de courage. Et ça, c'est super important. Il faut, en fait, que tu passes d'un état d'esprit où tu crées une boîte pour le kiff, pour une aventure de folie, à maintenant, si j'ai vraiment envie de continuer à croître, il faut que je prenne des décisions qui soient courageuses et qui soient pour le bien de l'entreprise et pas juste le bien de mon état d'esprit personnel. Et ça, c'est vachement important et je pense qu'il y a peu de gens qui arrivent à le faire parce que c'est dur, mais c'est la bonne chose à faire si tu as envie que ta boîte, elle continue de grossir. Toutes les personnes qui me disent non, on veut garder l'esprit startup, donc on va pas structurer, on veut pas avoir trop de process et tout. Pour moi, en fait, ça fonctionne pas au bout d'un moment. Évidemment, faut pas rentrer dans des process de grosses entreprises, mais il faut quand même qu'il y ait des choses qui soient assez basiques, surtout d'un point de vue communication, afin que toutes les équipes puissent bien comprendre qui bosse sur quoi, qui a l'ownership de quel projet, et pas que les gens se mettent à bosser sur les mêmes sujets, ce qui nous est clairement déjà arrivé. Et en fait, tu perds beaucoup plus de temps que si tu avais simplement mis quelques petits process en place. C'est un peu le passage où tu te dis que tu as besoin de systèmes, tu vois, qui soient ennuyeux pour pouvoir passer à l'échelle. Et c'est ce qui va te permettre en fait d'avoir une vraie machine de recrutement avec un système qui est bien ficelé, des onboarding qui fonctionnent bien. Et en fait, quand tu atteins ce stade de 20 millions, c'est la dernière phase où tu passes de 20 à 100. Il y a sûrement une autre phase, tu vois, qui est de passer de plus de 100 millions à 1 milliard de chiffre d'affaires. Je suis pas la bonne personne pour parler de ça. Nous, aujourd'hui, on est à un peu plus de 31 et je vois très bien la croissance qu'on a et vers où on se dirige et comment on va le faire. J'ai pas de mal à me projeter en fait dans cette étape de 20 à 100, donc je pense que je peux en parler. Jusqu'à 20, en fait, moi j'étais seul quasiment, tu vois, en tant que personne qui lidait vraiment tout ça. Là aujourd'hui, de toute façon, je suis plus CEO, mais pour avoir bossé avec Charles pendant 1 an et demi avant qu'il passe officiellement CEO, ce que j'ai bien vu en gros, c'est que pour faire ce passage de 20 à 100, faut structurer l'équipe avec des gens qui sont limite des intrapreneurs. Que chaque responsable de pôle, ça soit quelqu'un qui ait la capacité de monter une boîte, la capacité de gérer entièrement un département. C'est là où tu vois que tu commences un petit peu à déléguer ce que toi tu faisais limite au départ. Et il faut des gens qui apportent plus ou moins la même énergie que toi dans chaque département afin que chaque département puisse scaler et que par conséquent, par ruissellement un peu, ta boîte, elle puisse scaler aussi. C'est à ce moment-là où du coup tout devient un peu plus complexe. Tu peux paralléliser plein de choses.
Sur ton produit, tu as des équipes qui vont travailler, en tout cas chez nous, on a des équipes qui travaillent en squad. Typiquement, Lemlist, il y a une grosse base de données. En fait, on va avoir une équipe dev dédiée sur cette partie-là, avec des product managers dédiés sur cette partie-là. Tu vas avoir toute la partie intégration CRM, donc on va avoir des équipes qui sont dédiées à ça. Et en marketing, après, tu vas avoir pareil, en fonction des canaux d'acquisition, différentes personnes qui vont pouvoir être en charge. Donc, on a l'équipe sales qui va faire toute la partie prospection commerciale. Après, tu vas avoir l'équipe marketing. Une personne peut gérer les ads, une personne peut gérer l'aspect social media, etc., etc. Donc là, en fait, tu te spécialises. Là où avant, tu avais une personne qui pouvait gérer potentiellement plusieurs sujets, et maintenant, tu demandes aux gens d'être experts. Une fois de plus, tu as un nouveau gap dans le recrutement. Et c'est là où c'est difficile et c'est là où les décisions sont très durs à prendre. Tu as été accompagné par des gens qui correspondaient à une phase de boîte, puisque tu voulais des généralistes, tu voulais des gens qui soient pas excellents dans un domaine, mais qui puissent potentiellement toucher un petit peu à tout afin de voir ce qui marche. Tu lances plein de tests et tu regardes où ça prend. Et là, en fait, tu passes à une autre étape où maintenant, tu as besoin de spécialistes par canal d'acquisition. Et donc, je pense que quand tu es employé en startup, c'est vachement important aussi de savoir ce que toi t'aimes. Si toi, ce que tu kiffes, c'est vraiment le côté généraliste, dans ce cas-là, je te dirais, essaye de rejoindre des boîtes entre soit 0 à 1, soit 1 à 10. Quand tu as envie d'un peu plus te spécialiser, au-dessus de 10 jusqu'à 100, c'est très bien. Je pense que de 10 à 20, tu peux encore un peu avoir des généralistes, mais c'est la limite. C'est important de savoir ce que tu recherches, comment tu le recherches. Il y a des gens qui vont être passionnés par des domaines et donc ça devient des experts. Et eux, c'est les personnes que tu vois généralement dans des boîtes qui sont un peu plus avancés. Donc à ce moment-là, quand tu dépasses du coup les 20 millions et que tu passes à 100 millions, si je dois te donner une image, en gros ta boîte, ça devient un peu un micro-hub de plein de petites business units. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que ces petites business units, elles fonctionnent quasiment comme des startups, donc avec aucune chaîne de commande. Chain of command en anglais, c'est un rapport hiérarchique qui te force à avoir l'approbation de 10 personnes pour faire des projets. Ça, on évite à fond chez nous et c'est pas du tout ce qu'on aime. Et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne bien. Une fois de plus, je le répète, l'action crée de l'information et ça, c'est vachement important, donc d'éviter toute la partie politique, toute la partie meeting inutile. Puisque en startup, plus la durée entre le moment où tu as l'idée et le moment où tu passes à l'action, plus cette durée-là, elle est courte et plus tes chances de croissance vont être élevées. En fait, j'ai vraiment réalisé, après avoir investi dans un peu plus d'une vingtaine de boîtes, à quel point c'est difficile de trouver des gens qui savent vraiment exécuter rapidement. Et je vois des gens bosser dur, hein. Mais pour moi, ils bossent pas tous sur les bonnes choses et la rapidité d'exécution, c'est vraiment quelque chose qui est rare en startup. Moi, je peux le voir chez nous parce que je considère qu'on est quand même une belle success story, mais je le vois aussi dans des boîtes dans lesquelles j'ai investi qui réussissent bien. Celles qui réussissent le mieux, les gens, en fait, c'est vraiment des gros shippers. C'est des gens, en fait, qui vont pas te mettre 15 jours parce que ils ont décidé de refaire le site. Non, en fait, ils t'en parlent 2 heures plus tard, le site, il est refait. Et ça, c'est vachement important de garder cette mentalité le plus longtemps possible puisque, en fait, pour moi, c'est ce qui te permet de gagner et de scale. Donc, si je dois résumer un petit peu, de 0 à 1 million, c'est un produit, un canal, donc super important, ultra focus. Même quand tu as l'impression que ça marche, ne passe pas à autre chose, soit ultra focus sur ce que tu fais, deviens le meilleur dans ce que tu fais pour continuer d'acquérir des clients. 1 à 10, l'objectif, c'est d'étoffer un peu ton offre, focus sur la lifetime value. Comment est-ce que tu fais pour trouver les clients qui voient le plus de valeur dans ton produit et ton service. Focus sur eux, focus sur la valeur que tu délivres et commence à rajouter quelques canaux d'acquisition en test. Ensuite, 10 à 20 millions, c'est vraiment la partie structure. Donc, avoir des process, que ce soit pour l'acquisition ou le recrutement et la partie évidemment légale HR, être sûr d'être bien accompagné. Parce que pour moi, c'est un énorme risque en fait. C'est un énorme risque d'avoir des dramas à l'intérieur d'une boîte. Et comme les startups, c'est des petites boîtes, il suffit que tu aies quelques personnes ultra toxiques qui décident de se mettre un peu ensemble et de se monter la tête. Ça peut aller très vite. Le nombre de boîtes ou d'entrepreneurs qui sont venus me voir après ma vidéo et qui m'ont raconté des histoires de fous avec des rébellions en interne de gens qui avaient fait ci, ça. Enfin bon, bref, des histoires assez dingues. Je pense que vous en connaissez plein. Je vais pas rentrer dans le détail. Et du coup, 20 à 100 millions, là, c'est le moment où il faut que tu te dises que tu peux déléguer ta croissance. C'est plus du tout à toi d'être en charge de ça. Il faut que tu aies une team d'intrapreneurs avec ce qu'on appelle un stirco quali, donc des gens qui ont l'expérience, qui ont déjà managé. Ce qui est super important, c'est d'avoir des très bons leaders, donc des gens qui savent construire des équipes, puisque en fait, tu n'as plus besoin de doueurs en ligne de management direct. Qu'il faut, c'est qu'il faut que tu aies des relais qui soient ultra puissants et énergiques afin de pouvoir faire passer ta vision aux équipes et ce, de façon
toujours ultra lean et agile avec justement une chaîne de commande quasiment inexistante et donc la possibilité de passer à l'action de façon très rapide et d'avoir, comme je disais tout à l'heure, plein de business units qui fonctionnent très bien ensemble. Et le plus important dans cette vidéo, comme je l'ai dit au départ, peu importe à quelle étape tu es, que ce soit de 0 à 1, 1 à 10, 10 à 20, 20 à 100, concentre-toi sur ce qu'il faut faire à cette étape et pas sur l'étape d'après. Parce que si tu te concentres sur ce qu'il faut faire à l'étape d'après, la plupart du temps, tu n'y arriveras pas et ça coincera. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle était utile. Je dois bouger, j'ai un rendez-vous. Bisous!